grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Francesca Simeone, qui est venue spécialement pour nous de Padoue, en Italie. And I will switch to English. Et je vais maintenant passer à l'anglais pour vous remercier de nous avoir rendu visite aujourd'hui dans le contexte de ce séminaire qui est consacré à ce que les bébés savent et ce qu'ils doivent apprendre lorsqu'il s'agit pour eux, de manière un petit peu caricaturale, de choisir entre nature et nurture, donc la nature et ce qu'on leur donne, ce qui les alimente. C'est évidemment une idée dans le cadre bayésien avec lequel on peut combiner ce que l'on sait a priori et ce que l'on apprend dans un même cadre. Francesca Simeone a bâti toute sa carrière sur une question très spécifique, à savoir ce que savent les nouveau-nés. Vous êtes tous conscients du fait qu'il est suffisamment difficile de travailler dans le domaine de la psychologie avec des bébés au cours de leur première année de vie. Eh bien, elle le fait avec des bébés qui ont moins de 5 jours, des nouveau-nés. C'est évidemment un défi. Il faut trouver des méthodes adaptées pour extraire de ces organismes qui ne sont pas doués de parole et dont le comportement est relativement limité, des indications sur ce qu'ils savent. Et le défi principal à l'heure actuelle, c'est non seulement de savoir ce qu'ils savent concernant le monde physique, mais ce qu'ils savent aussi sur les autres personnes, ce qu'ils savent sur le regard, sur les visages, et de savoir s'ils ont une forme de socialisation élémentaire. Et c'est à cette question que j'ai demandé à Francesca de répondre et elle a eu la gentillesse d'accepter cette invitation, donc merci beaucoup. Alors, avant de démarrer, je voudrais tout d'abord vous remercier tous d'être venus et je voudrais également remercier les organisateurs pour m'avoir invité ici et je vous présente mes excuses, je ne suis pas en mesure de faire ma présentation en français. Je vais essayer de m'adresser à vous dans mon anglais italianisant, comme vous allez le constater vous-même. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des nouveau-nés, comme vous l'a déjà expliqué Stan. Je travaille pour ma part avec des bébés qui ont 3 à 4 jours et j'essaye de comprendre quel est leur système à la naissance, de quel système ils disposent. Et j'essaie de comprendre quelles compétences ils ont et qu'est-ce que la nature leur a donné. Et je vais tout d'abord vous parler de l'origine de la sensibilité aux agents ou aux indices sociaux. Je vous parlerai donc, comme je vous l'ai déjà dit, de nouveau-nés, mais avant de le faire, j'aimerais tout d'abord vous parler pendant quelques instants des adultes. Car nous, autant que nous sommes experts dans le traitement des visages. Il ne nous faut que quelques millisecondes pour reconnaître, à partir du visage, le sexe d'une personne, ses émotions, son âge et son identité. Nous sommes véritablement des experts dans ce domaine. Et ce n'est pas tout. Non seulement nous pouvons reconnaître un visage, mais dans un certain environnement, nous pouvons également détecter des agents sociaux et les séparer de tous les autres objets, faire une discrimination en l'espace de quelques millisecondes. Donc la détection des indices sociaux est l'une des activités dans lesquelles nous sommes véritablement des experts. Ici, vous voyez par exemple une place de ma ville, Padoue. Donc nous sommes en mesure de détecter et de reconnaître des indices ou des agents sociaux, non seulement à cause de la présence du visage, mais également parce que nous nous déplaçons différemment par rapport aux autres agents. Je m'explique. Vous pouvez tous reconnaître ici, à partir de ces 12 points, qu'il s'agit en fait de la silhouette d'un homme qui se déplace. Et vous pouvez même voir et dire ce qu'il est en train de faire. Aucun problème. D'ailleurs, je vous propose d'essayer. Regardez, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Et il y a donc une série de points qui peuvent immédiatement être reconnus comme représentant un agent humain. Donc, nous savons maintenant que nous sommes experts dans le traitement des visages et des agents sociaux grâce au mouvement que ces agents produisent. Nous savons également que chez les adultes, il existe une voie
neural qui est consacré au traitement des visages et à celui des mouvements biologiques. Donc, le comportementalisme, les lésions cérébrales, les études d'imagerie neurologique convergent toutes pour dire que le traitement des visages et le mouvement biologique et la perception de ce mouvement biologique impliquent en fait des zones du cerveau qui sont dédiées à ce type de traitement spécifique. Donc voilà pour ce qui est des adultes. Maintenant, d'un point de vue de l'évolution, nous savons également que la capacité d'identifier et de distinguer des agents biologiques par rapport à des agents non biologiques joue un rôle essentiel dans le comportement adaptatif. En d'autres termes, ces capacités sont préservées d'une espèce à l'autre et elles jouent un rôle essentiel dans le développement de l'attachement filial et pour la détection des prédateurs. Donc encore une fois, sous l'angle de l'évolution, on peut imaginer que notre cerveau possède une sorte de prédisposition qui lui permet d'identifier les agents sociaux. Alors, le sujet de ma présentation aujourd'hui est le suivant. Très bien, on a compris ce qui se passe, mais quelle est l'origine de cette spécialisation du cerveau concernant les stimuli sociaux? Et quelle est l'origine de notre spécialisation fonctionnelle qui nous permet de traiter ces stimuli sociaux? Je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce que le système humain possède une prédisposition innée qui garantit cette spécialisation? Et comment est-ce que cette prédisposition innée éventuelle interagit avec l'expérience afin de contribuer au développement d'un cerveau social? Je vais pour ce faire diviser ma présentation en deux parties. Durant la première partie, je vais vous parler des visages et dans la deuxième partie, je vous parlerai du mouvement biologique. Alors revenons au visage. À la capacité à identifier des visages que l'on appelle la détection des visages. Et il s'agit d'ailleurs d'un processus qui est très différent de celui de la reconnaissance des visages. La détection des visages, cela signifie la capacité à détecter un visage dans un environnement. Cela ne signifie pas pour autant que l'on soit en mesure de reconnaître l'identité de l'homme ou de la femme dont on voit le visage, mais simplement que l'on est capable de détecter détecter la présence d'un agent social. La reconnaissance du visage, elle, correspond à un processus différent. C'est en fait un processus d'association retardée qui implique le jugement, le souvenir d'une rencontre préalable avec cette même personne. En d'autres termes, la technique utilisée pour tester la détection et la reconnaissance chez un bébé sont deux techniques différentes. Pour tester et analyser la détection, nous avons besoin de travailler sur la procédure du regard préférentiel, alors que pour tester la reconnaissance, nous avons besoin d'une procédure d'habituation. Comme par exemple ici, lorsque l'on présente le visage plusieurs fois et après un certain temps, on présente deux visages. Celui que le nouveau-né a déjà vu au préalable et un autre visage. Et l'on observe pour voir si le nouveau-né est en mesure de reconnaître le visage qui est familier et d'opérer une discrimination entre ce visage et le nouveau visage. Or, c'est totalement différent par rapport à l'autre type d'expérience, qui consiste à tester la détection du visage, c'est-à-dire analyser s'il y a des préférences pour certains visages par rapport à d'autres types de stimuli. Nous savons donc que les nouveau-nés reconnaissent le visage de leur mère, par exemple, ce qui signifie qu'ils reconnaissent le fait que ce visage leur est familier, et qu'ils peuvent donc opérer une discrimination entre ce visage et celui d'une autre femme. Cependant, la reconnaissance d'un visage implique un système d'apprentissage des visages. C'est un système qui permet d'apprendre, et nous savons également que ce système d'apprentissage, durant le développement, va traiter différentes caractéristiques, différents aspects, et que les deux hémisphères du cerveau jouent un rôle différent dans ce traitement des visages. Donc, comme vous l'avez constaté, nous ne parlerons pas aujourd'hui de reconnaissance des visages. Je voudrais en fait me concentrer sur la détection des visages.
si vous êtes d'accord. Et je vais essayer de répondre à 2 questions. Est-ce que le système humain est spécialisé dès la naissance pour détecter des stimuli sociaux? En fait, il y a 3 hypothèses dans ce domaine concernant l'origine de cette spécialisation du traitement du visage. La première est appelée l'hypothèse expérience indépendante, selon laquelle nous sommes doués d'une spécialisation innée pour les visages et que dès le départ, ce processus implique des mécanismes qui sont déterminés avant toute expérience postnatale. Donc ce serait une prédisposition qui nous viendrait de notre histoire, de notre évolution. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est celle que l'on appelle l'hypothèse expérience dépendante, ou bien celle de l'apprentissage d'une compétence. Selon cette hypothèse, les visages n'ont rien de spécial. En fait, nous devenons spécialisés pour le traitement des visages parce que, au départ, la détection des visages fait appel à des mécanismes généraux et c'est grâce à l'expérience que nous devenons experts dans le traitement des visages. La troisième hypothèse est celle que l'on appelle l'hypothèse d'attente de l'expérience, selon laquelle nous devenons spécialisés pour le traitement des visages à la suite d'une interaction entre une prédisposition innée, dont on ne sait pas si elle est générale ou spécifique, et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard, et donc une interaction entre cette prédisposition et une expérience assez importante de traitement des visages, de contact avec les visages. C'est ce que l'on appelle en fait l'hypothèse de spécialisation par l'interaction. Et comme vous pouvez le constater, il y a eu pas mal de travail dans ce domaine et de nombreux chercheurs qui soutiennent cette hypothèse. Le premier étant Scania de Schoenen, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, et qui depuis 1989 est en faveur de cette idée selon laquelle le système serait grossièrement au point dès le début de la vie, mais qu'il s'affinerait ensuite avec l'expérience des visages et qu'il y aurait une modification de la connectivité interrégionale durant le développement qui serait fonction de l'expérience. En fait, l'idée principale, ce serait que nous avons un système qui est grossièrement au point au départ et qu'ensuite il y a un affinement durant le développement et une spécialisation. Les différentes régions de notre cerveau sont donc interconnectées durant le développement et de ce fait, nous devenons des experts grâce à la fois à une certaine prédisposition combinée à l'expérience de contact avec des visages, ces derniers étant le stimulus le plus fréquent que nous avons dans toute notre existence dès le début de notre existence. Donc nous avons 3 hypothèses. L'hypothèse expérience indépendante, l'hypothèse expérience dépendante et celle de la spécialisation interactive. Et qui ont au départ été soutenues par les résultats obtenus avec les nouveau-nés. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce qu'il est assez facile de démontrer que les nouveau-nés sont sensibles au visage. Dès la 9e minute qui suit leur naissance, dans certains laboratoires, par exemple dans le laboratoire Goren, dès 1973, ils ont pu démontrer que si l'on présente à un nouveau-né ces différents patterns, ces différents schémas, quelque chose qui ressemble à un visage mais qui est désorganisé, avec le même nombre d'éléments mais des éléments désorganisés, et si l'on présente chacun de ces patterns au bébé, en fait, on va s'apercevoir que le bébé va plus suivre du regard les visages ou les patterns ressemblant à un visage. Et c'est d'ailleurs le type d'expérience qui a été réalisé à l'époque, selon ce paradigme. Donc, dès l'âge de 9 minutes, les bébés, les nouveau-nés sont en mesure de suivre du regard plus facilement un visage.
ce qui montre que nous sommes prédisposés pour détecter et traiter l'image du visage. Et ces résultats ont d'ailleurs été reproduits dans différents laboratoires, par exemple dans mon propre laboratoire, avec ce pattern qui a une semblance de visage et ensuite des photographies réelles montrant des visages réels. Mais les procédures étaient différentes. Dans mon laboratoire, nous n'avons pas utilisé le comportement de suivi du regard et nous avons plutôt utilisé la technique du regard préférentiel, c'est-à-dire que nous présentons les deux stimuli de deux côtés différents. Ici, vous avez donc un système d'enregistrement vidéo et nous observons si les bébés regardent plus souvent un côté que l'autre, s'orientent plus souvent du regard vers le côté où se trouve le visage par rapport aux autres stimuli. Donc, différents laboratoires, différentes techniques, mais qui ont tous démontré que les nouveau-nés préfèrent clairement les visages. Cependant, en règle générale, on compare de la manière suivante. D'un côté, un vrai visage dans le bon sens et de l'autre côté, un visage à l'envers. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, nous devons comparer deux stimuli présentant le même niveau d'énergie, la même couleur, la même structure, pour montrer que c'est le vrai visage qui est préféré. On ne peut pas comparer, par exemple, un visage avec un échiquier. Parce que dans ce cas, les deux stimuli vont être trop différents par différents autres éléments, la luminance, l'énergie. Or, nous savons que les nouveau-nés sont sensibles et qu'ils ont tendance à regarder plutôt quelque chose qu'ils voient bien. Donc, si l'on compare et que l'on essaye de démontrer qu'ils ont une préférence pour les visages, nous devons trouver deux types de stimuli qui sont comparables sur le plan des variables de niveau le plus bas. Et grâce à ce type de stimuli, nous avons été en mesure de montrer qu'ils préfèrent le vrai visage. Mais comment cette préférence a-t-elle été interprétée? En fait, de deux manières. Enfin, en résumé, de deux manières. Tout d'abord, cela semble être une démonstration réelle du fait que dès le début de notre existence, nous sommes dotés d'un détecteur de basse fréquence spatiale. Nous avons un détecteur de visage qui est sensible au visage. Donc, nous possédons, dès le début de notre existence, un mécanisme spécifique. C'était d'ailleurs la première hypothèse défendue par Johnson et Morton il y a de nombreuses années. À l'époque, l'idée était que, suite à la pression de l'évolution, notre cerveau possède à l'heure actuelle un mécanisme spécifique qui lui permet de détecter les visages. Mais par ailleurs, il pourrait y avoir une autre explication, selon laquelle nous n'avons pas besoin d'un mécanisme spécifique pour les visages. Et que peut-être que la préférence serait due au fait que le visage vient s'ajouter à un certain nombre d'autres propriétés perceptuelles non spécifiques des visages que le système est organisé pour traiter, prévu pour traiter. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de ces deux hypothèses. Donc, d'un côté, nous avons l'idée de Johnson, selon laquelle il existe au niveau subcortical un détecteur pour les visages. Et d'ailleurs, le nom de ce système de détection est ConSpec, parce qu'il nous permet de reconnaître des gens qui font partie de notre même espèce. Donc, nous avons un mécanisme qui nous permet de reconnaître notre espèce. C'est l'effet d'espèce et on appelle cela le mécanisme ConSpec. Ce mécanisme envoie des informations à un autre mécanisme, le mécanisme d'apprentissage des schémas, des patterns généraux qui acquiert de l'information sur les patterns visuels, mais pas forcément spécifiquement pour les visages. Ensuite, après 2 ou 3 mois, après 2 mois à peu près, grâce à un mécanisme cortical cette fois, qui est en mesure de reconnaître les visages, nous sommes donc capables de reconnaître les visages. C'est un mécanisme de reconnaissance. Bon,
ce serait long d'expliquer combien de mécanismes nous avons dès le départ pour traiter les visages, 2, 3, des mécanismes spécifiques généraux. D'ailleurs, il y a eu très longtemps une polémique qui ne s'est pas encore éteinte dans la littérature. Mais voilà, ça c'était l'idée principale. Deuxième possibilité, nous n'avons pas besoin de ce système compte-spec pour détecter des visages. Nous avons simplement besoin d'une certaine sensibilité vis-à-vis d'un certain nombre d'attributs qui ne sont pas spécifiquement ceux des visages, mais qui sont également présents dans des visages. Et nous serions donc sensibles à ces attributs, indépendamment du fait qu'ils sont ou ne sont pas présents dans les visages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les visages possèdent un certain nombre de propriétés perceptuelles qui sont caractéristiques des visages. Regardez ici. Les visages sont symétriques le long d'un axe vertical. Deuxièmement, la disposition des éléments à l'intérieur d'un contour est cohérente par rapport à la forme du contour. Donc, cette propriété, elle est présente dans un visage qui se trouve dans le bon sens. Et si nous regardons un visage qui est dans le bon sens par rapport à un visage qui est à l'envers, et ce sont en général ces deux stimuli que l'on met face à face, on peut voir que le visage qui est dans le bon sens possède un certain nombre d'éléments dans la partie supérieure, et ce nombre est le double par rapport au visage qui est à l'envers. Regardez, lorsque l'on oppose le visage dans le bon sens, debout par rapport au visage à l'envers, le visage qui est dans le bon sens possède plus d'éléments dans la partie supérieure par rapport à l'autre. Et qui plus est, la disposition des éléments à l'intérieur du contour est cohérente avec la forme du contour. Donc en fait, nous étions en train d'essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que la préférence manifestée vis-à-vis des visages est due à la présence du système compte-spec ou est-ce qu'elle est due simplement au fait que dans un visage, il y a un certain nombre de propriétés que le système est capable de traiter? D'ailleurs, la question s'est posée parce que, à la naissance, nous avons d'autres préférences, de nombreuses autres préférences. Au-delà des visages, les bébés préfèrent regarder les lignes horizontales plutôt que les lignes verticales. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les bébés préfèrent regarder les lignes horizontales? Et ceci s'avère vrai avec différents types de stimuli, les lignes, mais également avec d'autres configurations. Eh bien, une interprétation possible serait qu'ils préfèrent les lignes horizontales tout simplement parce que leurs yeux peuvent se déplacer de gauche à droite et que pour eux, il est plus facile de balayer et suivre une ligne horizontale qu'une ligne verticale. À la naissance, les nouveau-nés ont des difficultés à déplacer leurs yeux du haut vers le bas. Donc nous avons différentes préférences présentes dès la naissance, au-delà de la préférence pour les visages. C'était d'ailleurs notre idée, celle que nous voulions analyser, essayer de comprendre si les nouveau-nés sont en mesure d'avoir une préférence pour des stimuli qui présentent un certain nombre de propriétés qui sont également présentes dans les visages. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons décidé de travailler sur la première hypothèse. Est-ce que les bébés préfèrent les visages dans le bon sens par rapport au visage à l'envers, simplement parce que dans le visage qui est debout, dans le bon sens, il y a un plus grand nombre d'éléments présents dans la partie supérieure du visage? Nous avons donc expérimenté cette idée et nous avons travaillé sur cette hypothèse avec des stimuli géométriques. Regardez. Vous voyez ici que nous avons donc un stimulus avec un nombre d'éléments plus élevé dans la partie supérieure par rapport à l'autre pattern, qui lui est à l'envers en fait, exactement de la même manière que nous l'avons vu tout à l'heure sur un visage dans le bon sens par rapport à un visage qui est à l'envers.
Et dans toutes ces conditions, les nouveau-nés ont clairement manifesté une préférence pour les stimuli dans lesquels il y avait un nombre d'éléments plus élevé dans la partie supérieure du pattern. Donc, indépendamment qu'il s'agisse de visage ou pas, les nouveau-nés expriment une préférence pour les patterns dans lesquels il y a un nombre d'éléments plus élevé dans la partie supérieure. Mais est-ce que cela peut expliquer leur préférence pour les visages? Nous avons donc décidé de tester cette hypothèse avec un pattern ressemblant à un visage, mais nous avons en fait perturbé la géométrie du visage. Nous avons maintenu la forme ovale, mais nous avons totalement désorganisé la géométrie du visage et nous avons préparé un stimulus dans lequel il y avait un nombre plus élevé d'éléments dans la partie supérieure par rapport à l'autre stimulus qui était strictement identique, si ce n'est qu'il n'avait plus d'éléments dans la partie inférieure du pattern. Et dans ce cas aussi, nous avons observé une préférence pour le stimulus dans lequel le nombre d'éléments le plus élevé se trouvait dans la partie supérieure. Mais ce qui nous a beaucoup intrigué, ça a été ceci, ce résultat. Parce que dans cette expérience particulière, nous avons comparé un stimulus, un pattern ressemblant à un visage, ayant globalement la géométrie d'un visage, par rapport à un autre pattern dans lequel il y avait le même nombre d'éléments dans la partie supérieure, mais dont la géométrie générale n'était pas celle d'un visage. Alors, si l'hypothèse d'un mécanisme de type conspec est fondée, nous devrions logiquement obtenir une préférence pour le stimulus dans lequel la géométrie du visage est conservée. À l'inverse, si il s'avère que les nouveau-nés préfèrent le visage qui est dans le bon sens du fait du nombre d'éléments plus élevé dans la partie supérieure, dans ce cas, dans la mesure où les deux patterns que nous leur avons présentés avaient le même nombre d'éléments, a priori, on n'aurait pas dû avoir une préférence. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. Les nouveau-nés n'ont pas manifesté de préférence pour le stimulus à forme de visage. Et si vous enregistrez le temps qu'ils ont passé à regarder les deux stimuli, en fait, ils ont regardé un petit peu plus longtemps le visage dans lequel les éléments étaient désorganisés, plutôt que le pattern qui avait présenté une plus forte ressemblance à un visage. Ce qui semblerait en contradiction avec l'idée d'une représentation du visage présente dès la naissance et d'un mécanisme spécial. Cela dit, il faudrait faire d'autres expériences sur cette hypothèse et nous avons donc décidé de faire une troisième expérience. Nous avons reproduit en fait la même expérience que vous avez déjà vue tout à l'heure avec un pattern à forme de visage, mais cette fois-ci nous avons utilisé des photographies de visage et regardez le résultat le plus intéressant. Lorsque, d'un côté, ils ont un visage normal et de l'autre côté, un visage dans lequel les éléments sont désorganisés, ils n'ont pas manifesté de préférence pour le visage normalement organisé. Lorsque le nombre d'éléments dans la partie supérieure était le même, ils n'ont pas manifesté de préférence. Ce qui tendrait à dire que peut-être le système conspect est stupide et n'est pas en mesure de différencier un visage normal d'un visage dans lequel les éléments sont désorganisés à partir du moment où le nombre d'éléments dans la partie supérieure du pattern est le même. Or non, ça n'est pas si simple, ça n'est pas fini parce que nous avons réalisé une autre expérience et cette fois-ci nous avons comparé un visage normal avec un visage dans lequel les éléments étaient désorganisés, mais cette fois-ci le visage désorganisé présentait un nombre d'éléments dans la partie supérieure qui était supérieur au nombre d'éléments présents dans le visage normal. Or, si nous avons un système conspec, eh bien, ce système conspec devrait être en mesure de reconnaître le vrai visage. Et si le motif de la préférence est le nombre des éléments, alors ça, c'est la condition de test la plus complexe, la plus subtile, parce que dans ce cas, les nouveau-nés devraient préférer le visage. Enfin, c'est pas un visage, mais disons le pattern dans lequel il y a le plus d'éléments dans la partie supérieure. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons obtenu. Les bébés ont manifesté une préférence pour ce stimulus par rapport à l'autre. Nous en avons donc conclu... Enfin non, attendez, avant de
de conclure, je voudrais vous dire que dans ce cas, nous avons conclu qu'il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un mécanisme spécifique. Il est tout à fait possible que nous préférions les visages tout simplement du fait de la présence de ces propriétés qui ne sont pas spécifiques pour les visages. Nous avons donc essayé de tester la deuxième propriété, à savoir l'effet de congruence. Nous avons comparé deux patterns avec le même nombre d'éléments dans la partie supérieure. Regardez ici, ils ont strictement le même nombre d'éléments. Et l'hypothèse était la suivante. Est-ce que les nouveau-nés préfèrent le pattern qui est le plus congruent, le plus cohérent, celui dans lequel la disposition des éléments à l'intérieur du pattern est congruente avec la forme du contour? Car ici, ces deux patterns ne diffèrent que par une seule caractéristique qui est la suivante. Il y en a un qui est carré. D'accord? Donc, nous avons strictement le même nombre d'éléments dans les deux patterns, mais dans un cas, c'est un triangle, alors que dans l'autre cas, le contour est carré. Donc, un contour carré, un contour triangulaire. Or, dans ce cas, il y a une disposition congruente des éléments à l'intérieur du contour. Lorsque le contour est triangulaire, là où le contour est le plus large, nous avons plus d'éléments. Et l'idée était, est-ce que les nouveau-nés préfèrent ce type de pattern? Et la réponse a été oui. Ils préfèrent ce type de pattern, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un visage ou pas. Ils préfèrent le pattern dans lequel la disposition des éléments est à l'intérieur du contour est congruente à la forme du contour. En tout cas, dans ce cas particulier, ils préfèrent ce pattern. Après, on pourrait toujours dire, oui, mais bon, regardez, ça ressemble quand même à un visage. Il y a 3 points qui manifestent les yeux et la bouche, donc qu'est-ce que vous nous démontrez là? Donc nous avons essayé de recommencer l'expérience avec des patterns différents et dans ce cas nous avons choisi des patterns qui clairement ne présentent aucune ressemblance avec des visages, des trapézoïdes. Le nombre d'éléments est exactement le même dans les deux. Mais dans un cas, nous avons une disposition des éléments à l'intérieur du pattern qui est congruente avec le contour, alors que dans l'autre cas, les éléments ne sont pas disposés de manière congruente avec le contour. Et je dois vous dire que cette idée, d'ailleurs, elle nous est venue durant une réunion qui s'est déroulée à Maratea. Nous étions en train de discuter du cerveau parce que Burno et Scania de Shonen m'ont dit que le système du colliculus n'est pas en mesure de traiter des formes complexes. D'ailleurs, j'ai conservé les notes de cette conférence. L'idée générale était qu'il y a des chances que notre système, le système colliculaire, est tellement en fait grossier qu'il n'est pas en mesure de traiter la géométrie de configuration, mais que par contre, il est sensible à un certain nombre de propriétés perceptuelles. Or, ces propriétés sont présentes dans un visage. Donc le système du colliculus est sensible au visage tout simplement du fait de la présence de toutes ces propriétés dans un visage. Ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que nous avons une préférence pour les stimuli présentant plus d'éléments dans la partie supérieure du pattern et dans lesquels les éléments à l'intérieur du contour sont disposés de manière congruente avec la forme du contour. Alors, dans le monde visuel des bébés nouveau-nés, les visages sont en fait le pattern qui présente le plus de caractéristiques de ce type. Et à la naissance, la préférence pour les visages pourrait simplement être due à une préférence manifestée pour un certain nombre d'attributs perceptuels qui ne sont pas forcément spécifiques des visages. Et notre idée ici, c'est en fait que la nature a trouvé une astuce pour induire le système colliculaire, qui est relativement grossier, à préférer les visages. Elle l'a équipé d'une préférence pour des attributs perceptuels qui ne sont pas spécifiques des visages. Voilà en ce qui concerne les nouveau-nés.
à la naissance. Il semblerait donc qu'ils aient quelque part dans le cerveau une vague image d'un visage. Ils ne manifestent pas de préférence dans ce cas, pas non plus dans ce cas si un visage a les yeux tournés. Et ils ne manifestent pas de préférence non plus lorsque l'on compare, on leur montre en comparaison un visage de singe et un visage humain. En fait, ce que nous pensons, c'est que tout simplement, ils préfèrent les visages. Et dans ce cas, par exemple, regardez, vous avez ici deux visages de type Mooney, comme on dit, c'est-à-dire il n'y a pas de détails dans les deux formes, mais malgré tout, ils préfèrent celui qui ressemble plus à un visage. Et donc, nous pensons qu'en fait, ils sont en mesure de traiter ces patterns selon une méthode configurale. Mais que se passe-t-il 3 mois plus tard? Quelques mots simplement pour vous montrer ce qu'il se produit dans le système 3 mois plus tard. Nous avons renouvelé les expériences, toutes les expériences, avec des enfants de 3 mois. Alors, bien sûr, la technique est différente. Nous utilisons une caméra infrarouge qui enregistre ce que font les yeux. Donc, non seulement nous allons pouvoir enregistrer la direction du regard du bébé, droite ou gauche, mais également la partie du stimulus qu'il regarde plus précisément. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de cette technique, mais disons que nous avons renouvelé toutes les expériences. Ici, vous avez donc les nouveau-nés, et nous savons maintenant ce que font les nouveau-nés. Et ici, vous avez des bébés de 3 mois. Pas de discussion. Dans tous les cas, ils ont préféré les visages, même lorsque le nombre d'éléments était le même, comme par exemple dans ce cas, ou bien lorsque le visage leur était présenté en opposition avec un visage désorganisé dans lequel il y avait plus d'éléments dans la partie supérieure du pattern. Donc 3 mois plus tard, donc, le système est devenu spécialisé pour le traitement des visages. Et le même mécanisme perceptuel qui était présent à la naissance n'est plus suffisant pour expliquer la préférence exprimée par les bébés de 3 mois. Regardez ici. Voilà ce qu'ils ont le plus regardé pendant les expériences de présentation. Les yeux. Les yeux sont devenus la partie la plus importante des patterns qu'ils ont observés. Les bébés de 3 mois regardent plus longtemps les yeux, car pour eux, les yeux sont le signal le plus important. Bien sûr, ce n'est pas le seul résultat que nous ayons. Nous savons, grâce au travail réalisé par différents laboratoires dans différents pays, qu'à l'âge de 3 mois, le système est donc devenu spécialisé pour le traitement des visages et qu'à cet âge, il y a d'autres effets spécifiques qui démarrent, qui s'installent. Par exemple, lorsque bébé atteint l'âge de 3 mois, il commence à mieux traiter les visages qui lui sont présentés appartenant à sa propre race ou à sa propre espèce par rapport à d'autres types de visages. Voilà. Et que pouvons-nous conclure? Eh bien, que les bébés sont sensibles à l'effet cumulatif des propriétés perceptuelles présentes à la naissance et que les mêmes contraintes générales qui sont actives chez les nouveau-nés ne sont pas suffisantes pour expliquer les préférences exprimées par les bébés de 3 mois. Conclusion générale, concernant les visages, nous pensons donc qu'en fait, le processus responsable des préférences manifestées par les enfants pour les visages, suite à l'expérience, passe d'un système qui est grossièrement capable de traiter différents stimuli visuels à un système qui est beaucoup plus au point pour traiter les visages humains. Et d'ailleurs, cela semblerait démontrer que l'hypothèse de la spécialisation interactive est la meilleure, celle qui est la plus en mesure d'expliquer le comportement des bébés durant les premiers mois de la vie. Voilà, j'en ai terminé concernant l'analyse des visages et je voudrais maintenant vous parler du mouvement biologique. Mais la question est finalement toujours la même. Est-ce que le système humain est en mesure de détecter des stimuli sociaux en fonction d'autres propriétés spécifiques, comme par exemple la façon dont il se déplace?
Nous savons que les adultes sont en mesure de le faire, mais qu'en est-il des nouveau-nés? Alors, nous savons chez les adultes qu'en quelques millisecondes, ils sont en mesure de reconnaître la présence d'un être humain grâce à son mouvement. Y a-t-il une prédisposition innée qui leur permette de le faire? Nous savons également que chez les adultes, il y a ce que l'on appelle l'effet d'inversion lorsque l'on travaille sur le mouvement biologique. Ce qui signifie que, comme c'était le cas pour la détection des visages et pour la reconnaissance, la détection et la reconnaissance d'une petite silhouette de personnes qui se déplacent en petits points est perturbée si, en fait, l'écran est tourné la tête en bas. Regardez, vous voyez ici une silhouette d'homme, mais la tête en bas. Et il est beaucoup plus difficile, je pense, pour vous de reconnaître qu'il s'agit exactement de la même silhouette que vous avez vue tout à l'heure. Simplement, elle a la tête en bas. Et c'est ce que l'on appelle l'effet d'inversion, qui a d'ailleurs été expliqué de deux manières différentes. D'un côté, certains ont dit que l'effet d'inversion s'expliquait tout simplement en disant que c'était l'inversion qui perturbait les propriétés configurales de la silhouette familière de l'homme. Donc en fait, il s'agissait des propriétés configurales qui étaient perturbées, exactement comme avec les visages. Mais il existe une autre hypothèse, selon laquelle cette inversion perturbe en fait la perception de la relation dynamique qui est basée sur la direction naturelle de la force de gravité. Je m'explique. Cette inversion, en fait, perturbe les données cinématiques du mouvement. Donc, le problème est lié au fait que nous ne sommes pas plus en mesure de reconnaître la cinématique du mouvement. Très bien. Qu'en est-il des nouveau-nés? Est-ce que cette sensibilité est innée ou est-ce qu'elle est dépendante de l'expérience? Pour ma part, j'ai été très surprise lorsque j'ai réalisé que des poussins qui viennent d'éclore sont en mesure de reconnaître le mouvement biologique dès les premiers instants de leur vie. D'ailleurs, Regolin Valortigara a publié un article démontrant que des poussins récemment éclos sont en mesure de reconnaître le mouvement biologique sans en avoir eu d'expérience précédente. Alors comment est-ce que l'expérience a été réalisée? Exactement comme ceci. Le poussin est placé au centre d'un couloir. D'un côté, on lui présente un mouvement biologique, une poule. De l'autre côté, on lui présente un type de stimulus différent, mais qui se déplace, toujours en mouvement. Or, les chercheurs ont pu démontrer que les poussins étaient sensibles au déplacement biologique. Et ils ont manifesté cette préférence tout simplement en se déplaçant le long du corridor dans la direction du stimulus qui montrait un mouvement biologique. Donc, ça a été démontré avec les poussins. Mais qu'en est-il des bébés humains? Nous avons décidé donc de réaliser une expérience similaire avec des bébés en utilisant la même poule ou le mouvement de poule qui avait été utilisé avec les poussins. Pourquoi? Eh bien, pour être certain justement qu'il s'agissait d'une forme, d'une silhouette pour laquelle ils n'avaient jamais eu d'expérience précédente. Or, il est évident que pour un bébé nouveau-né, une poule qui marche, ce n'est pas quelque chose auquel ils sont habitués. Nous avons comparé ce mouvement biologique avec un mouvement totalement aléatoire. Même nombre de points dans les deux schémas. Mais d'un côté, les points se déplacent comme s'il s'agissait d'une poule qui marche, alors que de l'autre côté, les points se déplacent de manière aléatoire. Donc chaque point va dans une direction différente.
Et grâce donc à ce test de préférence visuelle, nous avons analysé la préférence des nouveau-nés pour l'un ou l'autre stimulus. Que s'est-il passé? Eh bien, les bébés nouveau-nés ont montré une préférence pour la poule qui marche. En d'autres termes, ils préfèrent le mouvement biologique. Il existe une explication potentielle de ce résultat, à savoir que le pattern de mouvement biologique présente une cohérence figurale supérieure. C'est-à-dire que les points se déplacent tous dans la même direction avec une certaine cohérence. Donc il se pourrait que les bébés nouveau-nés préfèrent ce pattern, non pas parce qu'il représente un mouvement biologique, mais tout simplement parce qu'il y a une certaine cohérence dans la manière dont les points se déplacent tous dans la même direction. Nous avons donc essayé d'analyser cette idée grâce à une seconde expérience. Et dans ce cas, vous voyez qu'il y a exactement le même nombre d'éléments et qu'ici, les éléments tournent autour d'un axe vertical. Donc, c'est un mouvement rigide et tous les points tournent autour d'un axe vertical. Voilà le mouvement. Donc, nous avons réalisé une deuxième expérience en comparant ce mouvement rigide de rotation avec le mouvement de la poule qui marche, donc un mouvement biologique. Et encore une fois, les bébés ont exprimé une préférence pour le mouvement biologique. Donc, l'interprétation selon laquelle ils sont attirés par un stimulus qui présente une cohérence dans le déplacement ne fonctionne pas ici. En fait, cette expérience va dans le sens de l'hypothèse selon laquelle ils préfèrent vraiment le mouvement biologique et pas simplement le mouvement cohérent. Donc, il semblerait que les nouveau-nés soient en mesure de faire la différence entre un mouvement biologique et un mouvement non biologique et que, dans ce cas, ils préfèrent le mouvement biologique. La dernière expérience consistait à analyser la présence éventuelle d'un effet d'inversion dès la naissance. Nous avons donc comparé la poule qui marche, mais dans le bon sens, debout, avec le même pattern, la tête en bas. Regardez, ici vous voyez la poule qui marche et ensuite la même poule à l'envers, la tête en bas. Et les bébés ont manifesté leur préférence pour la poule qui était dans le bon sens. La poule qui marchait tête en haut. Que peut-on en conclure? Eh bien, non seulement on sait qu'ils préfèrent le mouvement biologique, mais lorsqu'il y a 11 points qui se déplacent de manière biologique, cela suffit. Et c'est donc indépendant en fait de la forme globale. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une poule qui marche. Ils n'ont jamais vu de poule qui marche. Donc c'est totalement indépendant de la forme du schéma. En fait, ils sont simplement sensibles à la cinématique du mouvement. Donc nous pensons qu'il existe une prédisposition innée qui les attire vers la dynamique de la motion, du mouvement biologique et que cette dynamique doit être cohérente avec la direction de la gravité. Donc notre explication serait la suivante. Ils préfèrent un mouvement biologique dans le bon sens par rapport au même mouvement la tête en bas parce que dans le mouvement qui se fait tête en haut dans le bon sens, les forces de gravité sont congruentes avec la cinématique du mouvement. Ce qui n'est pas vrai lorsque le même schéma est présenté tête en bas. Voilà, c'est notre explication. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Par exemple, comment se fait le traitement de ce mouvement biologique? Et sont-ils en mesure de reproduire le même résultat avec de vrais patterns, de vraies images, pas simplement des points, mais de vrais patterns? Ici, il y a un début de réponse. Nous avons changé le paradigme de l'expérience. Il n'y a plus de points, il y a deux vraies mains. Deux mains qui, je l'espère, vont bouger. Non, elles ne bougent pas. Ah, peut-être là, comment faire? Voilà, voilà, ça y est, elle bouge.
Donc, à quoi est-ce que nous essayons de répondre ici? En fait, nous avons comparé deux mouvements différents. Les deux sont biologiques. Dans un cas, la main fait un mouvement de préhension. De l'autre côté de l'écran, nous avons la même main, le même mouvement, mais là, la préhension est beaucoup plus précise. Et nous voulions savoir si les bébés étaient en mesure de faire la différence entre ces deux mouvements, qui, dans les deux cas, sont biologiques. Est-ce que les bébés font la différence entre deux mouvements différents d'une même main? Première question. Et deuxième question, et là c'est encore plus intéressant, lorsque les deux mains, qui sont les mêmes, font le même mouvement, mais que dans un cas, le mouvement va du corps vers l'objet, alors que dans l'autre cas, le mouvement se fait de l'objet vers le corps. Donc en fait, on inverse la trajectoire. Dans un cas, la main va saisir l'objet. Dans l'autre cas, la main revient en arrière. Donc la dynamique est la même, mais c'est la trajectoire qui change. Et est-ce qu'ils peuvent faire la différence entre les deux trajectoires? Nous avons donc soumis des nouveau-nés à ces deux conditions d'expérience. Ici, vous voyez un mouvement qui n'est donc pas transitif, alors que ici, vous avez le mouvement qui va chercher l'objet. Voilà. La prochaine fois, je mettrai les deux sur la même diapositive. Alors, que font les bébés nouveau-nés? Eh bien, dans un premier temps, non seulement ils ont été capables de reconnaître les deux mouvements différents de la main, donc ils ont été capables de faire la différence entre le mouvement non seulement de préhension et le mouvement qui allait simplement vers l'objet. Et ils ont préféré le mouvement de préhension, où on prend l'objet. Et deuxièmement, ils ont été en mesure de différencier entre le mouvement vers l'objet et le mouvement de l'objet vers le corps, vers l'arrière. Donc, ils sont tout à fait en mesure de faire la différence entre le mouvement en avant et le mouvement en arrière. En fait, la trajectoire du mouvement. Et ils préfèrent le mouvement vers l'objet. Donc, ils préfèrent un mouvement transitif. Maintenant, nous nous efforçons de répondre à un certain nombre d'autres questions. Par exemple, s'agit-il là d'une prédisposition innée? Mais la partie la plus importante de la question est la suivante. Surtout, comment se fait-il qu'à la naissance, nous soyons en mesure de faire déjà la différence entre un mouvement vers l'arrière et un mouvement vers l'avant? Est-ce que les nouveau-nés sont dotés dès la naissance d'une expérience proprioceptive? Nous savons que les bébés se déplacent in utero, qu'ils font des mouvements in utero vers quelque chose. Donc, est-ce que ces résultats peuvent être expliqués grâce à un certain nombre de concepts généraux? Je pense que c'est ce sur quoi nous allons nous pencher à l'avenir. Donc, pour conclure, les bébés nouveau-nés préfèrent les mouvements biologiques, ça c'est une évidence. Et d'ailleurs, toutes ces données sont cohérentes avec l'existence dès la naissance d'un mécanisme perceptuel inné, une prédisposition, un mécanisme expérience indépendant pour la détection des mouvements biologiques. D'ailleurs, même dans ce cas, je ne pense pas que nous ayons besoin d'un mécanisme spécifique, spécialisé pour le mouvement biologique. Et en fait, ce que je voudrais démontrer, et d'ailleurs c'est ce à quoi je m'attellerai pour l'avenir, que les nouveau-nés sont sensibles à un certain nombre de paramètres spatio-temporels. Nous n'avons pas besoin d'un cerveau doté d'un certain nombre de mécanismes spécialisés dès la naissance. Un spécialisé dans les mouvements biologiques, l'autre spécialisé dans les visages et d'autres encore spécialisés pour différents types d'agents.
Je pense au contraire que même dans le cas du mouvement biologique, les bébés sont tout simplement sensibles à un certain nombre d'indices, de stimuli perceptuels qui définissent le mouvement biologique par rapport à d'autres types de mouvements. Donc le concept général serait que même dans ce cas, le système est grossièrement préparé pour détecter des signaux perceptuels de bas niveau qui sont en fait inclus dans les stimuli sociaux et qu'ensuite la spécialisation se fait grâce non seulement à une prédisposition générale, mais à l'interaction de cette prédisposition avec l'expérience liée à l'environnement. Et je vous remercie pour votre attention.